Donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Alain Lanavert, ancien de la Sorbonne, qui va nous parler de la querelle des anciens et des modernes. Ça me rappelle les années heureuses où j'étais moi-même professeur. Et on peut étudier ça sous différents aspects. Aspect littéraire et histoire des mentalités. Le malheureux Perrault, sous le prétexte qu'on vivait à la fin du XVIIe, une époque civilisée, brillante, chrétienne, ou apparemment telle, cherche à démontrer la supériorité des modernes sur les anciens. Et sur le plan de l'esthétique et de la philosophie, c'est une aberration. Et du point de vue spirituel ou de l'histoire des mentalités, on pourrait aller plus loin et dire que c'est une forme d'impietas. Il n'y a pas de religion sans la reverentia maiorum. Que ce soit d'Horace, Malherbe, Boileau, peu importe, il y a toujours eu le respect des modèles anciens. Même cet infâme Voltaire est sur ce point un classique. Perrault et sa bande est intéressante pour comprendre une des étapes de la crise de la conscience européenne. Pour le classique, devant une œuvre d'art, on dira « cela est beau ». On reconnaît un transcendantal. Le moderne, il cherche à s'exprimer. Cela me plaît. Et ça donnera Rousseau et toutes les divagations modernes. Je pense en avoir dit assez. À vous, cher maître. Merci, chers frères. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Par avance, pardonnez-moi si je bafouille un peu. J'ai tapé mon texte gros, mais je sors d'opération de l'œil. Et de surcroît, monsieur que voici, que voilà, m'aveugle. Donc, je vous vois à peine. Mais j'ai travaillé sur mon sujet, sur cette querelle qui est célèbre, qui est même fameuse, très étudiée. Elle est circonscrite de manière un peu conventionnelle à la charnière du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et c'est un épisode en tant que tel révolu de notre histoire des lettres, des arts, des sciences et des mentalités, mais il me semble que aujourd'hui, modernes que nous sommes, par la force des choses, nous pouvons puiser quelques réflexions à l'étude de cette querelle des anciens et des modernes. Le mot de moderne, nous ne cessons de le voir imprimé et de l'entendre. Ce mot est très visible et très bruyant. Il n'a donc pas vieilli. Examinons un peu le sens de ce mot moderne, dont la puissance d'évocation reste très forte. C'est du latin, modernus, mais le mot s'est forgé tardivement, 4e, 5e siècle de notre ère. On a forgé modernus sur le patron de hodiernus, c'est-à-dire d'aujourd'hui, et de esternus, c'est-à-dire de la veille. Les deux termes d'aujourd'hui et de la veille existaient. On a fabriqué sur l'adverbe modo, modernus. Alors, modo est un adverbe formé sur modus. Modus, en latin classique, c'est une mesure, d'où une mesure de temps, d'où modo, qui dès le IIe siècle de notre ère ne signifie plus, comme en latin classique, seulement, mais signifie maintenant. Donc, au 5e de notre siècle de notre ère, modernus désigne presque étymologiquement ce qui est compris dans une brève mesure de temps récent.
Et dès que modo, l'adverbe modo, a perdu son acception seulement pour signifier maintenant, eh bien modernus signifie actuel, présent, contemporain. Le moderne, c'est ce qui s'est passé il y a très peu de temps, et donc ce qui est encore en vigueur aujourd'hui, maintenant. Il n'est pas du tout indifférent, vous allez me voir venir, à cause de cette étymologie de moderne sur modus, il n'est pas du tout indifférent que moderne ait tellement de rapport avec le mot de mode. C'est exactement la même étymologie, mode et moderne. Le moderne, c'est ce qui est du jour, de ce jour, qui vient de paraître. Et comme cela vient de paraître, et que c'est de ce jour ou du jour, c'est évidemment à la mode. Dans toutes les acceptions possibles de l'expression à la mode. Les Italiens emploient l'expression oggi di. Et un pamphlétaire italien, lors de la querelle, c'est avant notre querelle, un pamphlétaire italien s'était moqué des anciens, des tenants de l'Antiquité, qui passaient leur vie à déplorer les modes désastreuses d'aujourd'hui. Cet Italien, Lancelotti, les appelait les oggidiani. Ils étaient coupables d'oggidianismo. Donc celui qui tout le temps dit « Ah, aujourd'hui c'est ignoble, c'était mieux naguère », c'est un personnage ridicule. Alors moderne signifie actuel, par opposition bien sûr avec ancien. Ancien, l'adjectif ancien, qui est très vieux dans notre langue, résonne agréablement, puisque dans ancien, vous entendez ante, le latin ante, qui signifie en arrière, avant, etc. Mais souvenez-vous que ante, avant, et anti, devant et contre, sont interchangeables étymologiquement. Donc, quelqu'un qui est ancien, il est d'ante, il est d'avant, mais il est aussi, presque a priori, d'anti, il est contre le moderne. C'est étymologiquement, moderne n'implique aucun refus de l'ancien, alors que l'ancien implique une défiance envers le moderne. Quelles étaient les acceptions de ce mot moderne au XVe et au XVIe siècle? Modernité est beaucoup plus récent. Littré date le mot du milieu du XIXe siècle et donne comme exemple un passage de Théophile Gautier. D'un côté, la modernité la plus extrême, de l'autre, l'amour austère de l'antique. Doit être une page de critique esthétique de Théophile Gautier. Lors de la Renaissance, moderno en italien et moderne chez nous désigne initialement ce qui est actuel, c'est-à-dire ce qui vient d'advenir, ne durera peut-être pas, et donc éphémère, passager, voire instable, par opposition, bien sûr, à l'ancien, ou mieux à l'antique, où là, n'est-ce pas, vous avez un acquis solide. Toute l'évolution du mot lors de la Renaissance, en Italie dès le XVe siècle, chez nous au XVIe siècle, toute l'évolution du mot moderne va revenir à en changer le sens. Ce qui était négatif, ou risqué d'être négatif, va devenir positif. Ce qui est nouveau est crédité d'une séduction que n'a pas forcément ce qui est ancien et ce qui est vieux. Littré donne toute une série d'expressions. L'astronomie moderne, la géométrie moderne, la physique moderne, eh bien c'est Copernic, c'est Galilée, c'est Descartes, ce sera Newton, c'est admirable. La chimie moderne, ce sera Lavoisier. Et cette chimie passe pour être de beaucoup préférable aux chimies ou aux alchimies anciennes. La philosophie moderne,
c'est la philosophie de ceux qui récusent ou le platonisme ou le vieil aristotélisme. Descartes est un philosophe moderne. Et à ce titre, n'est-ce pas, il est paré d'un certain prestige. Vous avez exactement le même glissement au XV-XVIe siècle, en Italie, un peu avant chez nous, sur le latin novus. Je ne prononce pas le latin à la restituée, je le prononce à la gallicane. Novus en latin. Bon. En latin classique, novus est presque toujours péjoratif. Novus signifie récent, donc pas très solide et un peu suspect. Ça signifie réparer, retaper, rénover. Novus signifie aussi inouï, c'est-à-dire bizarre, extraordinaire, pas très catholique. En un mot, novus veut dire aussi de naissance obscure, sans aïeux très reconnu. Un homo novus, c'est un parvenu, ou quelqu'un qui indûment s'est faufilé dans l'ordre équestre ou dans l'aristocratie. Novus signifie novice, inexpérimenté, et aussi imprévu, inattendu. À partir du moment où novus s'est mis à être traduit par neuf et surtout par nouveau, le mot en français et en italien, lors de la Renaissance, a vu son acception, sa résonance plutôt, complètement changée et est devenu un mot sympathique, positif. Alors quelle fut plutôt la querelle des anciens et des modernes en Europe et en France? Ce sera mon premier point, et ensuite j'essaierai de poser à cette querelle des anciens et des modernes un certain nombre de questions. Je suis aidé dans mon travail, et vous pourrez satisfaire votre curiosité en lisant l'irremplaçable livre de M. Marc Fumaroli, paru chez Folio Classique en 2001, La querelle des anciens et des modernes. Il y a 150 pages de M. Fumaroli, une anthologie très bien faite de textes français, allemands, anglais, italien, traduit, et une postface de l'abbé Jean-Robert Armegat. 893 pages quand même. C'est captivant. Tout commence évidemment en Italie. Dès le XVe siècle, avec l'ardente découverte de l'Antiquité, dont déjà Dante, à la charnière du XIIIe et du XIVe siècle, témoignait. Je vous rappelle que dans la Divine Comédie, Dante est conduit vers Béatrice puis vers Dieu par Virgile et au purgatoire par Boès. Donc l'on ne peut revenir à Dieu, se laver du péché et de ses fautes et découvrir le monde métaphysique qu'initié par Virgile et par... c'est Stas. J'avais dit Boès, c'est Stas. Dès le XVe siècle, cet engouement pour la littérature, l'art, les ruines, les œuvres de l'Antiquité est plus ou moins raillé sur un mode satirique. On déplore que des savants, qu'on appelle des antiquaires, s'enferment dans leur chère antiquité. Ce sont des pédants, ils ne sont pas de leur temps, ils ont une raideur universitaire, quelquefois ce sont des fous qui passent à côté de l'immédiat aujourd'hui. L'on commence déjà, dès le XVe siècle en Italie, on commence à procéder à des parallèles. Parallèles entre hier, l'Antiquité, aujourd'hui, les paragones, et de ces parallèles, il ressort souvent qu'il fait meilleur vivre aujourd'hui que vivre naguère, n'en déplaise aux amateurs d'Antiquité. Plus sérieusement, vous avez d'aucuns catholiques, essentiellement des dominicains et des franciscains, qui, en réaction contre la jeune et active Compagnie de Jésus, déplorent, ils seront suivis par les réformés en masse,
déplore la confusion très impure du christianisme et du paganisme à laquelle, disent-ils, conduit presque nécessairement le culte de l'Antiquité, et notamment le goût du néoplatonisme. Et dès lors, chez ces catholiques rigoristes, moderne est connoté positivement, puisque l'ère moderne, c'est l'ère du christianisme par opposition au siècle du paganisme. Donc évidemment, on ne veut plus. Et où prétend-on, il n'y a rien à prendre. À quoi répondent les partisans des vieilles littératures? Ils se défendent d'être des laudatores tempori acti, des nostalgiques. Ils affirment n'être pas des vieillards dégoûtés de leur temps, des pédants sacrifiant l'esprit à la lettre. Parmi eux, au premier chef, je mettrai Montaigne. Montaigne manie en moderne toutes ces cultures classiques et il prouve admirablement n'être en rien aliéné au passé. Bon, il y a là une réussite pour nous exemplaire. Au reste, les plus modernes des écrivains, alors c'est-à-dire ceux qui publient haut et fort leur réprobation contre l'Antiquité, Machiavel ou Castiglione, ils le disent, mais cette Antiquité, ils la pratiquent, puisque Machiavel, qui prétend, n'est-ce pas, jeter bas toutes les philosophies politiques à nous léguées par l'Antiquité dans Le Prince, il a commencé par commenter les Décades de Tite-Live. Et Castiglione, dans son admirable traité de civilité moderne, Il Cortegiano, le courtisan, bon, l'art, n'est-ce pas, de plaire au prince et d'évoluer à la cour, avec les manières les plus raffinées qui soient. Le bon Castiglione, il a commencé son livre en épluchant Sénèque, en tirant, n'est-ce pas, de la correspondance de Sénèque et de ses traités, tout ce qui pouvait intéresser la civilité. L'Arioste et le Tasse produisent des épopées réputées modernes, avec une sensibilité douce, qui frappait les contemporains par opposition avec Homère et même Virgile, mais et l'Arioste et le Tasse ont puisé, ils le disent, à pleine main dans le modèle virgilien. Donc ce sont des conflits ouverts en Italie qui semblent n'affecter que des préférences littéraires, mais le livre, la longue étude de M. Fumaroli, à mon gré admirablement, prouve que la question était autrement plus sérieuse que des conflits de goût ou que des concurrences de préférences simplement littéraires. Dans tout ce débat, il y eut un fondement politique. Les Italiens, face à la terrible Espagne, avec son catholicisme expansionniste et sa redoutable Inquisition, face aussi à la constitution d'État moderne, déguisant, c'est Machiavel, déguisant sous quelque oripeau idéologique uniquement la pratique la plus cynique de la raison d'État. Bon, c'est ce que Rome conduisait, avec des prétextes religieux, c'est ce que le Saint-Empire romain germanique conduit, très bientôt la France, l'Angleterre et tel ou tel prince italien. Et, en troisième lieu, contre un catholicisme qui se faisait de plus en plus affectif, voire sentimental, du fait de la diffusion de ce qu'on appelait la Devotio Moderna. Un certain nombre d'Italiens lettrés, donc en réaction contre l'Espagne, le machiavélisme et ce catholicisme sentimental, ces Italiens lettrés, non sans recourir par prudence à des formes ironiques et allusives, la prudence l'exigeait, se sont rabattus sur une antiquité qu'ils ne pouvaient juger démodée, bien au contraire, puisque contre les temps modernes qui étaient durs, ils trouvaient chez Aristote la théorie de la grande âme généreuse, la magnanimité aristotélicienne. Chez Sénèque et les stoïciens, ils trouvaient la théorie de la constance du sage. Chez Tacite et chez Salluste, chez Thucydide quand il savait le grec, ils trouvaient une méthode de pénétration pour lire l'histoire sans être abusés par les idéologies.
On parle beaucoup à cette époque-là, n'est-ce pas, des lunettes tacitéennes. Il faut lire les événements avec la rigueur, dénuée de toute illusion. Alors, avec le cynisme, si vous voulez, qui était celui de Tacite. La grande affaire étant de n'être pas dupe des événements et de l'imposture des historiens officiels et des politiques au service des princes. Il y avait encore l'exemple admirable de Socrate, tel que le faisait revivre Platon et Xénophon. Il y avait l'exemple de Lucien de Samosate, du côté grec. Socrate et Lucien, l'un et l'autre, affirment l'inaliénable liberté de l'esprit. Donc ces lettrés italiens, dans la République des lettres, ont constitué des réseaux avec des échanges captivants de correspondance. L'Église et les princes les regardent avec suspicion. L'Église leur reproche souvent du libertinisme. L'Espagne les persécute, bien sûr. Mais grâce aux références qu'ils trouvaient chez les grands écrivains de l'Antiquité, ils parvenaient à continuer envers et contre tous à penser par eux-mêmes. Disant cela, je pense aussi à Montaigne, qui a puisé dans sa culture latine et grecque une bonne partie de son indépendance. Les temps étaient abominables, les guerres de religion vont se déchaîner à la surface de l'Europe. Le lettré italien, cultivant l'Antiquité, contre les temps qui lui sont très durs, déploie, grâce à sa culture latine et grecque, une espèce d'héroïsme. Et M. Fumaroli parle d'un héroïsme un peu mélancolique. Et ce n'est pas un hasard du tout si, exactement à cette époque, paraît le livre de Robert Burton, L'anatomie de la mélancolie. Don Quichotte est un mélancolique, Hamlet aussi. La tragicomédie française pullule de rêveurs et de fous, tous mélancoliques. C'est bien autre chose qu'un topos littéraire. Avoir, grâce aux lettres latines et grecques, la conviction intime et secrète que l'on a quand même raison et que l'on reste libre, quand on est seul dans cette situation, évidemment, il y a de quoi éprouver une sorte de vertige. Je passe à la France. Les lettres, chez nous, depuis la Renaissance, depuis le XVIe siècle, avec l'encouragement des monarques, François Ier et Henri II, Henri III aussi, les lettres, chez nous, sont toutes irriguées de latin et de grec. Le grec, malgré le Collège de France et la Pléiade, est moins pratiqué que le latin, qui est obligatoire chez les clercs, bien sûr. Nos ancêtres ont pallié cette difficulté. De très grands traducteurs ont mis à la disposition des honnêtes gens de remarquables traductions. Amyot a traduit Plutarque, Platon et Aristote, on les lit. C'est curieux de voir que dans la première Académie française, fondée par Richelieu, vous avez un peloton de traducteurs qui traduisent du latin, du grec, des langues étrangères, etc. Pensez un peu plus tard à l'atelier prodigieux de traduction que sera Port-Royal, où vous aurez Arnaud d'Andilly traduisant dans un admirable français les Confessions de Saint-Augustin, ce qui va bouleverser la façon qu'auront nos ancêtres de parler d'eux-mêmes. La date est commode, c'est le milieu du siècle, 1649. Mais Arnaud d'Andilly a traduit Saint Jean Climac, les histoires juives de Flavius Joseph, les vies du Père du désert, Thérèse d'Avila, Jean d'Avila. Le maître de Cessy va traduire toute l'écriture sainte, Ancien et Nouveau Testament. Sous Henri IV, quand la vie de l'esprit, après les guerres de religion, renaît, et sous Louis XIII, l'érudition est parfaitement honorée, partout. L'Académie n'existe pas encore, mais l'on trouve nombreuses des académies privées que fréquentent de très grands bourgeois du milieu parlementaire, très lettrés, écrivant couramment en latin,
il y a le cercle des frères Dupuis, l'académie dans le Midi à Aix de Péresque, Jacques-Henri de Thou, l'historien, Place Royale, c'est-à-dire Place des Vosges, le père Mersenne dans son couvent des Minimes. Bon, il y a là, n'est-ce pas, des intellectuels qui continuent d'exploiter, avec une impeccable rigueur, le patrimoine latin et grec. Le français, la langue française, relaye bientôt, va supplanter aussi l'italien comme langue de culture, et le français acquiert une dignité à peu près égale à celle du latin. Vous voyez que Descartes écrira ses Meditationes en latin, mais aussi le duc de Luynes les mettra en français avec son aval. Et il produira directement en français le discours de la méthode. Quitte, n'est-ce pas, à confier à d'autres le soin de le mettre en latin pour qu'il circule en Europe. Vous n'avez aucun conflit entre les doctes, qui exploitent, qui cultivent, qui étudient, qui imitent parfois l'Antiquité, puisqu'elle nous a légué quantité de traités, et notamment des traités de littérature, c'est-à-dire des méthodes pour penser et pour écrire. Cicéron, Tacite, le dialogue des orateurs, Quintilien, Aristote et sa poétique, Longin et le traité du sublime, etc. Bon, l'Antiquité nous a légué des traités d'architecture, des traités de toutes sortes. Le grand public, c'est peut-être trop dire, le public lettré, de façon, lui, assez superficielle ou mondaine, il lit, quand il le peut, les livres que les doctes mettent à sa disposition. Tout va changer avec Richelieu, et à cause de lui. La politique extérieure de Richelieu, de lutte à outrance contre l'Espagne, sa politique intérieure d'écrasement des libertés parlementaires, d'écrasement du parti dévot, l'affaire Marillac, et l'échec du cardinal de Bérulle, d'écrasement du gallicanisme, d'écrasement du jansénisme, Saint-Cyran au donjon de Vincennes, bon, d'écrasement des grands, et aussi de la noblesse d'épée. Cette politique implacable de Richelieu impliquait, c'est la première fois qu'en France on connaît cela, une police de la pensée. Alors j'espère ne pas trop choquer parmi vous des disciples et admirateurs de Richelieu. Je ne le suis pas. Bon. Alors la chose est bien connue, procès de Théophile de Viau, Richelieu n'est pas encore tout à fait aux affaires, mais il a fait jouer les jésuites contre lui. C'est le procès de Théophile de Viau qui a risqué la mort, qui a été brûlé en effigie en 1623. C'était donner un coup d'arrêt à la presse qui imprimait des obscénités et de la littérature libertine, licencieuse. Après, les libraires vont se tenir tranquilles. Fondation de l'Académie française pour tenir les écrivains et contrôler la production littéraire, 1635. Recrutement d'écrivains travaillant de la littérature de propagande, notamment au théâtre, Bois-Robert, Desmarais de Saint-Sorlin, littérature de propagande, puisque Richelieu fait courir le bruit que les œuvres dramatiques de ces écrivains, c'est lui qui en est le concepteur. Donc le public a intérêt à applaudir. Et le libraire a tout intérêt à vendre cette littérature. Système des pensions et des gratifications pour s'assurer la servilité des écrivains, exploitation de l'affaire du Cid pour imposer à la liberté de création des dramaturges des normes, incarcération de Saint-Cyran dans le donjon de Vincennes, pendant, s'il vous plaît, 5 ans, etc., etc. Le cardinal-duc eut une politique de fer. Mazarin poursuit, et Louis XIV, avec Colbert, puis Louvois, et de grands commis chargés de gérer la littérature comme Chaplin ou Charles Perrault, allaient poursuivre cette politique de domestication de la pensée. Sous Louis XIV, elle est mieux organisée encore que sous Louis XIII, que sous Richelieu. Cette politique, elle avait commencé par être celle d'un dictateur, Richelieu, mais politiquement Richelieu est réussi, et Mazarin a poursuivi brillamment son entreprise, malgré la fronde, et cette politique va devenir celle de la monarchie absolue. L'intérêt exclusif de l'État, tel était le principe qui inspirait Richelieu. D'où sur les arts et les littératures des conséquences très graves. Les écrivains
évidemment, n'ont plus du tout à réactualiser dans leurs œuvres les splendeurs de l'Antiquité. On ne leur demande plus cela. Le pouvoir demande aux écrivains de chanter les louanges du monarque et de son ministre, de louer leur politique, de séduire le public, d'exalter la France, de plaire, selon les critères de la mondanité dont décide la cour, que le roi et le ministre dominent, de plaire au plus grand nombre possible de lecteurs. Et cela au fil des jours et au gré des affaires successives que la monarchie gère. Donc vous avez une littérature à laquelle on commet une mission, vanter l'excellence qui est celle de la France grâce à ses monarques et grâce à ses ministres. Alors les grands commis de l'État, Colbert, puis Louvois, avec des espèces de fonctionnaires délégués à la culture, ce que fut Charles Perrault, ce que fut Desmarets de Saint-Sorlin, ces personnages-là, comme par hasard dans la querelle des anciens et des modernes, sont tous des modernes. Mais ce n'est pas un hasard du tout. On n'a plus du tout besoin, sous Louis XIV, de rêver de l'héroïsme que proposait Plutarque. Il n'est qu'un seul héros, c'est Louis XIV. Conformons-nous à l'exemple prodigieux que donne Louis XIV. La liberté de la grande âme, selon Aristote. Mais il n'y a plus de liberté pour les âmes. Il leur faut obéir à l'Église et à l'État, avec l'extermination, les persécutions contre ceux qui ne pensent pas comme en religion pense le roi. J'ai évoqué Port-Royal. Et puis, toutes les turbulences qui affectèrent les malheureux réformés, jusqu'à la révolution de l'édit de Nantes, compris. Donc, plus besoin de référence à l'Antiquité, chantons le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. Alors cela, les modernes vont le développer avec un argumentaire très efficace, qui me semble-t-il a des résonances aujourd'hui encore, et lors de la querelle strictement dite, à la fin du siècle, ces modernes vont être extraordinairement bavards. Alors pourquoi leur animosité partisane envers l'Antiquité? Animosité un peu étrange, parce que la plupart ne manquaient pas de culture. Tous avaient fait très bien du latin chez les jésuites, avaient joué des pièces de théâtre en latin dans leur collège. Et ici ou là, ils pratiquent toujours un certain mécénat dont profitent les doctes, les érudits. Première raison qu'ils développent. Ils sont sincèrement persuadés, ou bien par la propagande ils sont convaincus, je ne sais, que le siècle de Louis XIII, puis que le siècle de Louis XIV, forme un nouvel âge d'or. Grâce au génie du monarque, grâce au génie de ses ministres, la civilisation française atteint une acmé. On ne saurait faire mieux que ce que firent et Louis XIII et Louis XIV. Dès lors, aucun besoin d'aller puiser des modèles ailleurs. Le seul modèle, c'est Louis XIV, dont l'excellence a rendu caduques tous ses prédécesseurs, et Saint-Louis, et Clovis, et Auguste, et des grands hommes de l'Antiquité. Il est un nouvel Hercule. Bon, voyez la mythologie versaillaise. Louis XIV représentait, mais déjà Louis XIII, et Henri IV en deçà, représentait un Hercule français, Héraclès Gallus. Bon, on n'a pas besoin des véritables travaux d'Hercule, puisque le roi les accomplit de rechef et en mieux. Deuxième raison, puisque la France moderne est, grâce à Dieu et au roi, chrétienne, il n'y a aucun besoin de jeter les regards du côté du paganisme. Notamment, nous n'avons pas besoin de merveilleux païens, avec des enchantements mythologiques. Pas de mythologie, ni dans la tragédie, ou la tragicomédie, ni dans la poésie. C'est un point de friction très fort entre Boileau, d'une part, et Desmarets de Saint-Sorlin, académicien français, de la première fournée de l'Académie, créature de Richelieu. En plus, Boileau est jansénisant, Desmarets ne jure que par les jésuites. Bon. Et c'est un écrivain, dramaturge, poète, tout à fait intéressant. Oubliez, Desmarets et Boileau ne cessent de se quereller sur la question
du caractère licite ou non de la mythologie dans les littératures françaises chrétiennes. Bon. Corollaire, puisque grâce aux rois et aux académies et aux écrivains modernes, le français a atteint une telle perfection, point besoin d'italien bien sûr, et point besoin de latin. Le latin est la langue technique de l'Église. Laissons-le à l'Église, mais un homme cultivé n'a point besoin ni d'écrire ni de lire en latin. Très curieusement, n'est-ce pas, l'offensive contre le latin, je pense, à qui vous devinez, c'est Richelieu qui l'a inauguré. Il était d'excellent latiniste. Vous savez qu'il a érigé un château prodigieux où il n'alla jamais, à Richelieu, dans sa ville. Et il fit créer 4 chaires de professeurs, bien qu'il n'y eût pas d'université, des professeurs royaux, qui eussent dû à Richelieu donner un enseignement tout entier en français, pas en latin. Là-dessus, il est mort, Richelieu, et les professeurs ne furent pas nommés. Et la ville de Richelieu se passa de ses professeurs modernes. Mais il est curieux, n'est-ce pas, de voir un prince de l'Église, et un bon théologien, et un homme si cultivé, proscrire le latin de l'enseignement. Richelieu est l'ancêtre, en un sens, des ennemis du latin. Troisième raison, de même que le catholicisme au XVIIe siècle prive les laïcs et une bonne partie des clercs de l'accès direct à l'Ancien Testament. Je vous signale, n'est-ce pas, que c'est à la fin du XVIIIe siècle que l'Église de France autorisera les laïcs et le clergé à lire l'Ancien Testament. Vous êtes prêtre, il vous faut demander à votre évêque la permission d'aller lire l'Ancien Testament. Vous devez vous contenter des textes qui sont dans le missel et dans les ouvrages de piété. C'est la discipline de l'Église de France au XVIIe siècle. La raison, c'est évidemment se différencier des calvinistes, qui autorisent et encouragent la consultation de toute l'Écriture sainte sans contrôle sacerdotal par tous les croyants. Donc l'Église interdit l'accès à l'Ancien Testament. Eh bien, de même, un Français sujet de Louis XIII ou de Louis XIV est tenu, bien sûr, de s'émerveiller devant son époque. Quelle chance il a de vivre sous de tels princes, et on le dissuade de jeter un regard, même nostalgique, encore moins critique, sur ce passé grec ou romain où vécurent de grandes âmes, où les passions furent, on le sait, furent dites avec un grand style. Point besoin, puisque l'Olympe, désormais, c'est Versailles, ou Fontainebleau. Un très beau livre de M. Néraudot, du regretté M. Néraudot, s'appelle L'Olympe du roi Soleil. Bon, Louis XIV a, par son jardin, son mécénat, sa personne, les spectacles qu'il organisait, il a actualisé l'Olympe. Donc, plus besoin de regarder Périclès, Auguste, Trajan. Louis XIV résume en sa personne toutes leurs vertus. Donc la mythologie n'a plus qu'un rôle de décor. Elle n'est bonne, si vous voulez, qu'à divertir. Et c'est tout. Et on va se garder, n'est-ce pas, d'aller chercher quelque signification que ce soit. Laissons le paganisme du côté des païens. Quatrième argument des modernes. Comme dans l'ordre des sciences, tout le monde mesure qu'il y a des progrès extraordinaires grâce à l'invention du microscope, du télescope, la physique grâce à la conviction fondée où elle se trouve que le cosmos tout entier est mathématisable, donc il suffit de se mettre à la tâche et l'on mathématisera tout. Les sciences et leur développement attestent qu'il y a, au moins dans ce domaine, un progrès. Et le mot apparaît, le mot existait, hein, mais il signifiait simplement un déplacement. Mais dans son acception moderne, le mot de progrès va être de plus en plus utilisé au fil du XVIIe siècle. Si les sciences ont progressé, et aussi la politique, puisque Louis XIV vaut mieux que tous ses prédécesseurs, et du côté de l'Église, les ordres modernes, essentiellement les jésuites et bientôt les oratoriens, vous disent, puisqu'ils sont modernes, qu'ils sont
pas plus chrétiens, mais que leur christianisme est meilleur en un sens que le christianisme de leurs devanciers. Bien. Puisqu'il y a donc progrès, pourquoi ne pas poser analogiquement que le même progrès affecterait les autres disciplines, ainsi les lettres et les arts? Ce sera la thèse systématique de Charles Perrault, que frère Thierry évoquait dans ses fameux parallèles des anciens et des modernes. Perrault infère des progrès évidents de l'astronomie, de la physique, de la médecine, des techniques, etc., un progrès égal en matière d'art et de littérature. Et comme le progrès en sciences s'est opéré par des cassures, par ce qu'on appelle maintenant des ruptures épistémologiques, Perrault pense aussi qu'en matière d'art et de lettres, l'histoire est discontinue, elle est saccadée, elle est cassée. Autrement dit, il y a des crises, pas des révolutions, mais au sens, surtout pas au sens strict, mais il y a des crises qui jettent dans les ténèbres tout le Moyen-Âge, et bien sûr toute l'Antiquité, le Moyen-Âge et les œuvres des anciens. Cinquième sorte d'argument des modernes. J'espère qu'à chaque fois, n'est-ce pas, vous opérez une transposition avec notre cher aujourd'hui. La chose est assez aisée. Cinquième raison. Comme la France a retrouvé son unité religieuse, notamment grâce à la lutte des rois contre le protestantisme qui aboutit à la révocation de l'édit de Nantes. Comme sur la France s'étend la contre-réforme voulue par le Concile de Trente, les modernes définissent, en large partie contre Port-Royal et contre les réformés, ils définissent le bon catholique comme celui qui est à l'aise dans les institutions ecclésiales de son temps, qui se laisse diriger aisément par les ordres modernes, les jésuites, les oratoriens, qui pratique la dévotio moderna, qui reçoit sans discuter l'enseignement de son évêque et de Rome. De même en politique, ce Français, ce bon Français et bon catholique, adhère sans réserve à ce que le roi conduit, décide et conduit. Partant, nul besoin pour un laïc de cette sorte d'aller se tourner vers le passé de l'Église, d'aller humer les temps apostoliques, d'aller consulter les pères. Point besoin de cela, encore moins est-il besoin d'aller regarder du côté des doctrines du paganisme. On sait très bien, n'est-ce pas, que ces opposants ou ces malpensants qui étaient les jansénistes, je préfère dire les port-royalistes, on sait qu'ils avaient la rage de recourir aux pères, notamment à Saint-Augustin, mais pas seulement. On sait que leur ecclésiologie était de type primitiviste, au sens où l'Église, dans sa plénitude, c'est celle qui s'est constituée à la mort du Christ grâce à l'Esprit Saint. Il y a quelque chance que le temps qui depuis a passé ait conduit les dignitaires de l'Église à n'être pas très fidèles à la perfection première. L'histoire de l'Église, à Port-Royal, et bien sûr chez les luthériens et les calvinistes, est vue comme un déclin. Il faut conjurer ce déclin et revenir à un modèle primitif que l'on exalte. Et il y a dans le Port-Royal de Monterland un mot qui historiquement est exact. Il a été proféré, c'est le mot de l'archevêque de Paris, Ardouin de Beaumont de Péréfixe, qui venait s'acquitter d'une visite disciplinaire à Port-Royal de Paris. En 1664, il venait intimer aux religieuses de Port-Royal, et sur quel ton et avec quelle charité, l'ordre de signer le formulaire. Sinon, elles allaient être déportées, privées de sacrements, persécutées, etc. Monterland, dans son drame, a gardé ce mot. Voilà ce que disait l'archevêque de Paris à ces religieuses. Ce n'est pas tout que d'avoir la conduite et les sentiments que veut l'Église. Il faut aussi parler comme l'Église parle aujourd'hui. Et une religieuse l'interpelle. Vous avez dit aujourd'hui, monseigneur? Il se reprend. Aujourd'hui et toujours. Oui, monseigneur, mais vous avez dit d'abord aujourd'hui.
Bon, il faut parler comme l'Église parle aujourd'hui. À Port-Royal et ailleurs, vous aviez des esprits libres qui ne voulaient pas parler ni surtout penser, encore moins prier, comme prier, penser et parler l'Église d'aujourd'hui. On se tournait vers Saint-Augustin, on se demandait ce que pouvait être la vie des premiers chrétiens. Cet ami de Fénelon, qui est l'abbé Claude Fleury, qui n'était pas du tout jansénisant, a publié en 1681 Les mœurs des Israélites, et ensuite les mœurs des premiers chrétiens en 82. Mœurs des Israélites, c'est un grand renfort de citations de tout ce que l'on trouve chez les païens et dans la littérature chrétienne, c'est, dans un français admirable, c'est la description des mœurs parfaitement saintes des patriarches d'Israël et ensuite des premiers chrétiens. Bon, ce livre a eu un immense succès. Fénelon, qui est à couteau tiré avec les jansénistes, Fénelon n'a pas hésité, on le lui a reproché, à faire au duc de Bourgogne son élève, pour connaître son christianisme, une embardée par l'Antiquité homérique. C'est les aventures de Télémaque, de Fénelon. Mais les modernes ne veulent pas qu'on aille revoir, qu'on aille regarder ailleurs que dans le splendide aujourd'hui. Sixième raison, peut-être la plus importante de l'argumentaire des partisans des modernes, et argument très efficace sur l'opinion. Si vous dites au lectorat que grâce au monarque, il est devenu enfin pleinement civilisé, qu'il profite du progrès, qu'il vit sous le meilleur régime qui soit, à ce moment-là, n'est-ce pas, vous pouvez lui dire, et il vous croira, que chacun est à même de lire seulement ce qui lui plaît. Il n'a point besoin de normes, de conseils, de doctrines littéraires ou esthétiques. Qu'il lise ce qui lui agrée. Et le fait est que le public, à la fin du XVIIe siècle, le public des livres, s'est considérablement élargi. Les jésuites et les oratoriens ont appris à lire à beaucoup de jeunes gens. Les Ursulines ont appris à lire aux femmes. Donc vous avez un public large, de plus en plus large, parvenu à la culture, où les femmes en effet abondent. Ce public sait très mal le latin, voire pas du tout, ne sait pas un mot de grec, n'en a aucun souci. Par mondanité, il redoute le pédantisme comme la peste. Bon, il ne saurait se fixer sur des gros livres. Il aime la littérature un peu facile, les petits formats, les petits genres. À la tragédie qui est austère, il préfère l'opéra. On préfère les petits livres des moralistes aux gros traités des doctrinaires. On aime les œuvres autour de lesquelles s'entend la rumeur de la mode. Des modes. Des œuvres susceptibles d'être agréablement surprenantes, agréablement divertissantes, plaisantes. Et c'est tout. Alors, en d'autres termes, ce public, qui est le public des modernes, ce public n'attend pas du tout de la littérature et de l'art des révélations bouleversantes. Il veut agréablement, je pense à un peu contemporain, agréablement feuilleter tel ou tel livre. Il n'est plus question de grandes émotions esthétiques, puisque la mode des modes, quand je parle de petits livres, ils ne sont pas mauvais, mais je vous rappelle, n'est-ce pas, que le premier débat littéraire organisé par la presse, c'est autour de la princesse de Clèves. Le journal mondain Le Mercure Galant organise une consultation des lecteurs. Est-ce moral, est-ce immoral? Bon, la princesse de Clèves est un grand livre, certes. On peut estimer que les pensées de Pascal ont davantage de profondeur, ou qu'une tragédie de Racine vaut mieux. Comme par un fait exprès, mais ce n'est pas un hasard, dans la querelle des anciens et des modernes, Perrault, Donneau de Visé, qui est le directeur du Mercure Galant, Thomas Corneille, frère de Pierre, Fontenelle, tous sont partisans acharnés des femmes, parce qu'il y a des querelles, hein. Pendant tout le XVIIe siècle, les femmes sont-elles capables d'autant d'esprit que les hommes? Faut-il confier aux femmes les responsabilités qui sont celles des hommes, etc. Le féminisme est vieux, en réalité, comme le XVIe siècle. Bon, tous les partisans des femmes sont des modernes. Et ils disent que les femmes sont très capables de faire ce que font les hommes,
notamment en matière de littérature. Les hommes sont des géomètres un peu abstraits, un peu lents, un peu lourds. Les femmes ont l'intuition, la finesse, elles sont rapides, élégantes. Bon, et on voit bien comme quoi ce type de discours peut séduire mesdames les lectrices. Bon, forcément. C'est donc, à la fin du XVIIe siècle, une marée moderne qui se lève et qui va l'emporter. Alors, les passes sont très connues. Les modernes eurent quand même contre eux des écrivains qui n'étaient pas rien. Hein, le vieux Pierre Corneille, mais il a pu jouer un rôle peu actif dans la querelle, puisqu'il vieillissait d'abord, qu'il était amer que son œuvre ne fût point aussi jouée qu'autrefois, qu'il avait donné dans les dévotions, en traduisant l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis surtout, il était à couteau tiré avec Racine. Et Racine était un ancien. Alors, ancien, il y a le vieux Corneille, Boileau, bien sûr, Bossuet, un collaborateur de Bossuet, précepteur du Dauphin, Pierre-Daniel Huet, érudit de premier ordre, évêque de Soissons, savantissime. La Fontaine, ancien, Racine, l'abbé Claude Fleury, La Bruyère, Fénelon, presque tous les gens de Port-Royal, le grand Arnaud au premier chef, et du côté des anciens, le roi et madame de Montespan, ce qui n'est pas rien. Bon, qui va obliger l'Académie française à recevoir La Bruyère, par exemple. Bon, alors les publications sont innombrables. Vous en trouvez des extraits dans le livre de M. Fumaroli, qui a l'immense intérêt de revenir sur les conséquences de notre querelle en Angleterre et en Italie. Les résultats. Frère Thierry, il me reste un peu de temps. Ou pas? Frère Thierry. Me reste-t-il un peu de temps? Un peu. Bon. Les résultats de la querelle qui vit, oui, le triomphe des modernes, ils avaient le grand public avec eux, ils avaient les femmes avec eux, alors c'était pas rien. Les anciens, les partisans des anciens, mouraient sans trouver de dignes successeurs. L'Académie française s'est peuplée de modernes, et on a cantonné les anciens à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'était un espèce de bunker de l'érudition, avec une sûreté assez précaire quand même. Parce que de temps en temps, un érudit, mais partisan des modernes, se faisait élire à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Les modernes, l'abbé Trublet, Marivaux, Fontenelle, bien sûr. Bon, résultat de cette querelle. Le triomphe au XVIIIe siècle de l'idée de progrès. Bien sûr chez les philosophes, pas chez Jean-Jacques, et chez les encyclopédistes. Dans l'ordre de l'art et des lettres, la créance en l'idée de progrès n'est pas allée sans beaucoup d'inconvénients. Et nous y sommes encore, à mon gré, dans ces inconvénients. Si vous tenez qu'il y a un progrès dans l'histoire des arts et des lettres, à ce moment-là, vous êtes obligé de lire toute l'histoire de l'humanité selon un sens. Soit une décadence, c'est le contraire du progrès, soit d'un signe moins vers un signe plus. Tout dans cette histoire est daté, tout a chronologiquement sa place, les écoles et les styles se succèdent, se suivent, se démodent, se remplacent, le nouveau abroge l'ancien, sauf que l'on fourre l'ancien dans des musées, vous l'avez remarqué par ordre chronologique, là encore, ce qui Baudelaire le rappellera est parfaitement absurde. Vous pouvez écrire une histoire progressive, cumulative, des écoles et des médiocres, mais les chefs-d'œuvre sont transhistoriques. Un tableau de Van Gogh n'est pas, à cause du temps, supérieur à un tableau de Rembrandt. Ce sont deux chefs-d'œuvre, deux admirables chefs-d'œuvre qu'il faut mettre côte à côte pour former votre goût des chefs-d'œuvre et mesurer qu'il y a une différence radicale entre Rembrandt et son époque, et radicale entre Van Gogh et son époque.
Baudelaire affirmait qu'on ne peut pas écrire une histoire de l'art des chefs-d'œuvre. Ils n'ont pas d'histoire. Hein, ils brouillent l'histoire. Ils sont au-dessus de l'histoire. Bon, Baudelaire récusait d'ailleurs l'idée de progrès à tous égards. Hein, je cite son mot, il est célèbre, théorie de la véritable civilisation, elle n'est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes, elle est dans la diminution des traces du péché originel. Or, ces traces ne diminuent guère, donc il n'y a pas de progrès. C'est la thèse de Baudelaire. Mais je pense, moi, uniquement à la littérature et aux arts. Bon, deuxième conséquence, l'idée des modernes que le progrès en art et en littérature se paierait par des brisures, par des crises. Crises elles-mêmes salutaires, hein, puisque grâce à une crise, le nouveau peut éclore et abroger l'ancien. Cette idée, cette représentation de l'histoire de l'art et des lettres a l'énorme inconvénient de se débarrasser complètement de l'idée de tradition. Il n'y a plus de tradition. Rien ne mérite de subsister du passé, hormis, dans une mémoire, mais qui est purement historienne, des repères chronologiques qui nous signifient que le temps a passé, que nous ne sommes plus les contemporains de Virgile et d'Homère, qu'ils ont fait leur temps puisqu'ils sont de leur temps, et que nous ne sommes pas de leur temps mais de notre temps. Donc on pratique un calendrier, c'est très bien, mais alors c'est en effet de l'imitation, de l'innutrition, de l'émulation avec les grands modèles, et dès lors, la production présente, comme on voit que c'est le cas aujourd'hui, la production présente, elle est absolutisée, elle est d'aujourd'hui, ce sont des livres d'aujourd'hui, et bien sûr, elle est idolâtrée, son meilleur prestige étant d'être moderne. Elle est moderne pour nous des modernes, et elle en est en pleine tautologie, ou avec quelques relents de narcissisme. Hein. Ce livre est d'aujourd'hui, je suis d'aujourd'hui, j'aime ce livre, je me reconnais dans ce livre me dit, etc. Bon. Et l'on tourne dans le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. Troisième conclusion. Les modernes ont refusé, au XVIIe siècle, de ratifier l'esthétique du sublime qui était chère à Boileau. Boileau a traduit et commenté un admirable traité grec, le traité du sublime du rhéteur Longin. À l'époque de Boileau, l'on croyait que c'était un traité du IVe siècle de notre ère, qui peut-être avait pour auteur ce Longin qui fut le premier ministre de la reine Zénobie à Pétra, pour ceux d'entre vous qui voyageaient au Moyen-Orient. C'est une erreur. Bon, ce traité du sublime propose une théorie du très grand goût. Il faudra attendre l'article génie de l'encyclopédie et puis des textes du romantisme pour retrouver un peu l'esthétique de Boileau. Pour Boileau, ce qu'un artiste peut produire de plus grand, de plus noble, c'est le sublime, c'est-à-dire un effet déconcertant, fulgurant, concentré, qui arrachera le spectateur ou le lecteur à lui-même. C'est une conception religieuse de la littérature et de l'art. L'auteur et le lecteur sont pris d'enthousiasme. Ils communiquent entre eux, mais surtout ils communiquent avec des universels transcendantaux. Ils vont accéder au vrai, au beau, au bien. Bon, donc l'art est une expérience bouleversante. Et Boileau, Longin donnait des exemples. La Genèse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous avez fiat lux et lux facta est. Vous avez en 5 mots ce prodige qu'est la création ex nihilo de la lumière. Le mot, Boileau va rajouter le mot d'Horace chez Corneille. Que voulez-vous qu'il fit? Qu'il mourut. Bon, vous avez, n'est-ce pas, le déploiement de l'autorité du Père, la civilisation du sacrifice cher aux Romains, le sacrifice pour la patrie, bon, tout ceci, n'est-ce pas, est contenu en très peu de mots. Boileau donnait aussi un exemple, la tragédie de Corneille, Médée. Médée est aux abois, son mari Jason la répudie en gardant les 2 enfants qu'ils ont et il la chasse. Sa suivante
lui dit « Mais que vous reste-t-il » Et Médée répond « Moi, dis-je, et c'est assez. » Si ce n'est pas, n'est-ce pas, en un monosyllabe, un déploiement prodigieux d'orgueil, et je pense que ce mot, à l'époque, devait entraîner l'enthousiasme du public. Moi, dis-je, et c'est assez. Voilà ce qui est sublime. Alors, les modernes n'en voulaient pas. Les modernes voulaient que tout lecteur puisse se satisfaire d'un livre pas forcément léger, mais à sa propre ressemblance, un livre actuel, lui donnant l'agrément d'un plaisir. Bon. Si pour vous la littérature c'est cela, évidemment, on n'a pas besoin de sublimité. Derrière Longin, n'est-ce pas, il y a Platon. Il y a une représentation platonicienne de l'art. Ce contact bouleversant avec la littérature qui nous apporte une révélation, qui nous arrache à nous-mêmes, qui nous projette dans un autre monde, disons le beau absolu. C'est cela, n'est-ce pas, que les anciens souhaitaient créer et dont ils trouvaient des exemples dans la littérature antique. Bon, les modernes, ce n'est pas du tout cela qu'ils cherchent. Autrement dit, la grande littérature, celle qui, seule d'après les anciens, vaut la peine d'être lue et créée, dans le discours moderne, elle perd complètement sa spécificité. Et on est tout à fait dans le livre d'Alain Finkielkraut sur la défaite de la pensée, avec une espèce de mise à plat du génial et du médiocre. Tout se vaut. Tout se vaut puisque, tous lecteurs que nous sommes, nous ne demandons rien d'extraordinaire à la littérature, mais bien sûr à l'art. Dernière remarque du côté de la victoire des modernes, alors leur rationalisme. Beaucoup de ces modernes étaient des cartésiens, pas Perrault mais Fontenelle, Oudard de la Motte, et puis le père Malebranche aussi. Bon, quand vous êtes cartésien, donc rationaliste, à peu près nécessairement, vous êtes conduit à mettre à mort ou à laisser crever un très grand genre littéraire, le plus ancien de l'humanité, à savoir la poésie. Il n'y a pas de poésie au XVIIIe siècle. Les cartésiens l'avaient emporté. Il n'y a rien. Il y a des poètes, abolis bibelots, d'inanité sonore. Il faut attendre, n'est-ce pas, André Chénier. Bon, Sylvain Menon a consacré sa thèse à la crise de la poésie au XVIIIe siècle. Le titre est merveilleux, La chute d'Icare. Icare avait des ailes et il est chu, n'est-ce pas, il s'est brûlé. Le soleil qui a brûlé les ailes d'Icare, c'est le soleil du cartésianisme. À cause de la théorie linguistique développée par les cartésiens, qui sont tout puissants dans les académies. Je résume. Grâce à Dieu, il est dans le monde quantité d'objets tous distincts. Bien. Tous susceptibles d'être distinctement et adéquatement saisis, pas seulement par notre perception, qui souvent est fallacieuse, mais saisis par notre entendement. Tous ces objets constitutifs du monde, nous allons les concevoir et les définir. À chaque objet, un concept. Et il suffit, n'est-ce pas, de pratiquer une méthode précise pour que les concepts soient fins. Pour désigner chaque concept, un mot, un seul. Il suffit de travailler la langue avec des lexicographes, des grammairiens, pour que la langue française se fasse exacte. Vous aurez un jésuite en 1720-1730, le père de Jouvency, qui s'est demandé quelle était la langue que pensait Dieu. Comme le français est la langue la plus logique qui soit, Dieu nécessairement pense français. Mais il a condescendu à s'exprimer, à faire parler les prophètes en araméen, en hébreu, etc. Mais, bon, ce jésuite n'était pas seulement jésuite, mais cartésien. Alors, si, n'est-ce pas, pour chaque objet il y a un concept, et pour chaque concept il y a un mot, la grande affaire est de dire adéquatement la réalité, et vous voyez bien qu'on n'a plus du tout besoin dans le langage, ni de la suggestion de la musique. Il n'est pas nécessaire, n'est-ce pas, que la langue chante. Et on n'a pas besoin d'images. Oudard de la Motte de l'Académie française, qui traduira Homère à sa façon, en supprimant tout ce qu'il ne comprend pas et tout ce qui lui paraît contraire au goût de l'élite de la société du début du XVIIIe siècle. Oudard de la Motte, qui a écrit des vers, dit que la poésie,
c'est l'expression inadéquate d'idées confuses. Donc, proscrivons les idées confuses et disons adéquatement la réalité. Mais ni image, ni métaphore, ni comparaison, ni musique. Alors la poésie reste un genre cultivé, il est parfaitement vide, hein, c'est un exercice de virtuosité mondaine, et vous avez là-dedans une mythologie décorative, des petits angelots avec des fesses roses, joufflues, des nymphes qu'on lutine, enfin c'est une poésie creuse. Il faut attendre André Chénier, pour qui, n'est-ce pas, la Grèce n'était pas un décor, d'une part, et puis il faut attendre Jean-Jacques Rousseau, qui a fait des vers exécrables, mais qui était musicien et qui a mis de la poésie dans sa prose. Le devin de village. Pardon ? Le devin de village. Le devin de village, qui n'est pas terrible. Un cartésien pratique nécessairement une linguistique qui tue la poésie, ce qui quand même est assez fâcheux. Et dernière remarque, je vais terminer, parce que je n'ai plus de salive, c'est moderne qui privilégie, vous voyez, le bel aujourd'hui et le franco-français, qui ne conçoivent la littérature qu'en rapport avec la splendeur de notre civilisation, ils ont compromis la notion de goût. Parce que le goût implique nécessairement une comparaison, ou comme on ne veut plus le dire aujourd'hui, une discrimination. Discrimen, en latin, c'est le fait de discerner. Il faut discerner. Pour que votre goût soit un goût fin, il vous faut constamment comparer le chef-d'œuvre à ce qui n'est pas lui, les chefs-d'œuvre entre eux, et, quand vous écrivez, comparer les divers états de votre poème ou de votre roman, et le référer à d'autres œuvres. Alors les anciens, eux, n'est-ce pas, constamment opèrent ce travail de comparaison avec ce qu'ils produisent et l'Antiquité. Ils imitent, ils adaptent. Quand ils s'en dissocient, ils le savent et ils le disent. Ils risquent des innovations. Lisez là la préface des caractères de la Bruyère. La préface des caractères grecs de Théophraste et la préface de son ouvrage. Il ne l'a composé que d'après du grec. Et vous avez un jeu très fin, très subtil, de comparaison entre l'Antiquité grecque du temps d'Aristote et l'époque de Louis XIV. Bon, un ancien ne peut que constamment pratiquer des parallèles. Si vous êtes moderne, vous êtes, si je puis dire, béatement, je ne sais pas si l'adverbe existe, content d'être ce que vous êtes. Vous n'avez pas la moindre comparaison à faire, ce qui est. J'ai fait mon livre, un point c'est tout, et le lecteur le lit, un point c'est tout. Vous me diriez, il n'est point besoin de l'Antiquité pour disposer d'un terme de comparaison. N'importe quelle autre civilisation, langue et culture ferait l'affaire. De droit, c'est vrai. Si vous disposez, je vous le souhaite, de grandes compétences en arabe littéraire, si vous savez parfaitement le turc, si vous connaissez le basque ou le breton, tant mieux pour votre connaissance du français et votre goût en matière de littérature française. Vous opérez, n'est-ce pas, ce va-et-vient. L'avantage des littératures grecques et latines, c'est que d'abord, elles sont colossales, extraordinairement variées et étalées sur des siècles et des siècles. L'historien anglais Gibbon disait que ce n'est pas la peine de faire de l'histoire moderne, il suffit de faire de l'histoire romaine. Parce que dans l'histoire romaine, elle est interminable, vous avez tout. Vous avez la royauté, la république, l'empire, vous avez des héros et des monstres, tout s'y trouve. Toutes les situations possibles, prétendait Gibbon, que l'humanité est à même d'éprouver. J'ajoute, n'est-ce pas, que pour ce qui est de l'intelligence, là je parlais du goût, pour ce qui est de l'intelligence, une intelligence aussi, comme le goût esthétique, a besoin, n'est-ce pas, de disposer de termes de comparaison. Et là, je vois l'atmosphère très moderne, moderno-moderne de notre époque. On nous demande de tout avaler, de tout ratifier. On nous demande surtout pas, n'est-ce pas, de critiquer, surtout pas d'avoir une pensée de derrière la tête. Mais comment voulez-vous, si jamais on nous a fait ouvrir un livre d'Homère, une tragédie grecque,
une page de Thucydide ou de Sallust, comment voulez-vous, ou un auteur allemand, ou anglais, ou russe, ou turc, ou arabe, comment voulez-vous, ou la Bible, comment voulez-vous disposer, au plan intellectuel, d'assez de recul pour situer exactement votre état, la situation qui est vôtre. Où suis-je et que veut-on que je sois? Pour répondre à ces questions qui sont existentielles, ont du goût, mais une intelligence cultivée. Personne aujourd'hui ne veut de tels citoyens. On veut, n'est-ce pas, que nous soyons dociles, moutonniers, crédules. Et pour ce faire, on nous crève les yeux sur notre passé. Pas seulement, n'est-ce pas, l'Antiquité latine et grecque, mais tout notre passé. Je vais vous amuser pour terminer. J'ai trouvé une merveilleuse citation chez ce grand anti-moderne. Vous avez deviné, n'est-ce pas, que j'étais du côté des anciens. Bon, cet anti-moderne qui était Léon Daudet. Dans le stupide 19e siècle, il donne la liste d'un certain nombre de calembredaines du 19e siècle. Ces calembredaines sont celles du 20e et du 21e, au moins des princes qui nous gouvernent et des journalistes qui nous haranguent. Revenons donc à nos poncifs, dit Léon Daudet. Le livre date de 22. Alors les poncifs, c'est le 19e siècle et le siècle de la science. Je vous rappelle, au moment de la querelle, on a décidé, à juste titre, qu'il y avait progrès dans les sciences, on avait déduit qu'il y avait progrès partout. Deuxièmement, le 19e siècle est le siècle du progrès. Il y a une histoire, mais elle est progressive. Troisièmement, le 19e siècle est le siècle de la démocratie, qui est progrès et progrès continu. Quatrièmement, les ténèbres du Moyen-Âge. Forcément. Mais aujourd'hui, Madame le ministre dirait les ténèbres de l'Antiquité. Aucun enfant en France n'a besoin de faire du latin et du grec. Cinquièmement, la Révolution est sainte et elle a émancipé le peuple français. Sixièmement, la démocratie, c'est la paix. Si tu veux la paix, prépare la paix. C'est une pique entre Aristide Briand et la Société des Nations. Septièmement, l'avenir est à la science est toujours bienfaisante. Huitièmement, l'instruction laïque, c'est l'émancipation du peuple. Neuvièmement, la religion est la fille de la peur. Écoutez cela. Dixièmement, ce sont les États qui se battent. Les peuples sont toujours prêts à s'accorder. J'ai l'impression d'entendre parler un journaliste d'aujourd'hui. Onzièmement, 1922, il faut remplacer l'étude du latin et du grec, qui est devenue inutile, par celle des langues vivantes, qui est utile. Et les langues vivantes utiles, c'est le basic English, hein. Ce n'est pas la philosophie anglaise ni Shakespeare. C'est l'anglais commercial. Et ça continue. Il y en a 22. Baliverne ou Calembredaine. Daudet conclut, je m'arrête à ces 22 âneries auxquelles il serait aisé de donner une suite, mais qui tiennent un rang majeur parmi les innombrables Calembredaines du XIXe siècle, parmi ce que j'appellerais ces idoles. La querelle des anciens et des modernes, elle a hissé, huché, sur des piédestals, des idoles, qui sont encore les nôtres. Je me tais. Ah, voilà. Super. Monsieur le professeur, je vous remercie de cet exposé et j'espère que vous aurez peut-être la curiosité de parcourir le livre de Fumaroli qui est extraordinaire. Je l'ai lu. Oui, non, je parle au public. Et de lire, il n'y a que 800 pages. et de lire en parallèle le livre de Paul Hazard, La Crise de la conscience européenne. Et bien voir que dans cette querelle littéraire, il y a non seulement une querelle d'esthétique, mais une querelle philosophique. Alors je serais peut-être moins savoir que vous, quelques petites critiques vis-à-vis de Richelieu. Oui. Richelieu était un fin latiniste. Ah oui. Il a encouragé l'étude du latin. Sa ville de Richelieu était peut-être une sorte d'utopie. Quant à Perrault qui reproche à Boileau le refus du recours à l'imaginaire chrétien, Oui. on peut expliquer la position de Boileau, non pas qu'il fût janséniste, mais l'influence du jansénisme. Il dira, je ne sais plus dans quel passage, qu'il ne faut pas des augustes mystères en prendre les ornements. Oui. Donc par respect du christianisme,
ils ont christianisé les mythes antiques. Il suffit de comparer l'Andromaque de Racine et l'Andromaque grec. Ouais. Voilà les deux seules critiques. Oui. Et par contre, autre chose, c'était pas uniquement les jansénistes qui avaient le culte de l'Antiquité chrétienne. Vous avez fait allusion non, je parle dans l'Église catholique, à Monseigneur Huet, qui était évêque d'Avranches. Avranches, Soissons d'abord, Avranches ensuite, il prend sa retraite chez les Jésuites à Saint-Paul. Bossuet, qui est un esprit libre, pourra travailler avec des gens de Port-Royal, le nain de Tillemont. Tout à fait, oui. Un Rancé, qui est absolument anti-janséniste, du moins apparemment. Mais lui, il est contre toutes les études chez les moines. Bon, oui, enfin, c'est une sorte de paradoxe. Il a écrit, c'est effrayant. Bon, ce qu'il a écrit, on voit très bien qu'il a lu, médité les Pères du désert, et qu'il avait une culture patristique quand même remarquable. Oui. Et le fameux concile qui se réunissait autour de Bossuet, il y avait des gens de toutes les écoles. Oui. Pas beaucoup de jésuites. Non, ça c'est trace... Quand même. Quelle était la position des jésuites dans tout ça? Les jésuites font faire du latin, mais enfin, ils sont modernes. Au XVIIIe siècle, ils commencent à enseigner les mathématiques en français dans leur collège. Alors qu'au XVIIe siècle, tout l'enseignement est en latin. Oui, mais enfin, c'est une tendance générale. Regardez, Du Bellay, quand il va à Rome, les Antiquités, il les écrit d'abord en latin. Oui. Les Antiquités qu'on a en français n'est qu'une adaptation du premier jet. Mais les jésuites, c'est tout un débat esthétique. La compagnie de Jésus avait besoin, par conviction et par politique, d'une dévotion très sensible. Donc il s'est agi de séduire les fidèles par des spectacles religieux, par une liturgie fleurie, par des décors que nous appelons peut-être à tort baroques, enfin rococo. Tout cela va du côté d'une vie esthétique faite d'une certaine facilité, superficialité. J'entre dans une église, je suis ému. C'est pas la même chose, n'est-ce pas, que d'entrer dans un édifice et de subir d'un seul coup une révélation sublime. Donc les pères jésuites étaient du côté, me semble-t-il, des modernes. Oui, et même sur le plan spirituel. Ils ont mis l'accent beaucoup plus, par exemple, dans les questions mystiques, sur la vie ascétique, que sur la vie contemplative. Ce qui expliquera que la plupart des thomistes seront plutôt du côté de Port-Royal que des jésuites. En effet. Avec des nuances. J'ai pas eu le temps de vous parler d'un pamphlet de Swift, le merveilleux auteur de Gulliver. Alors, il a participé à la querelle en Angleterre. Il était partisan des anciens, lui. Comme Sir Temple, son demi-frère et protecteur, il n'aimait que les anciens. Il a publié un pamphlet qui est très très amusant. Il est là, dans ce livre, où il oppose l'abeille et l'araignée. Vous avez une grosse araignée répugnante dans un coin de pièce qui a tiré d'elle-même toute sa substance. Elle est laide, elle ne compte que sur elle-même, elle est laborieuse, c'est une moderne. Bon. Et elle est cartésienne, c'est pour ça que la toile d'araignée est si impeccablement géométrique. Arrive une abeille qui bouscule sa toile, conflit entre l'araignée et l'abeille s'en sort, et se moque de la besogne ingrate de cette moderne d'araignée. L'abeille, elle va butiner toutes les fleurs de l'Antiquité, et elle produit tout autre chose qu'une vilaine toile, pleine de mouches mortes. Elle produit le miel et la cire. Bon, c'est une très jolie fable. Donc chaque fois que vous tuerez une araignée, dites-vous que vous tuez un cartésien. Et chaque fois que vous rencontrez une abeille, eh bien dites-vous que c'est une amie de la belle Antiquité. Mais alors pourquoi Louis XIV a-t-il persécuté les jansénistes avec une telle violence? Ça, c'est un autre problème. Il pense... C'est un autre problème. Politique. Et d'ailleurs, attendez, je vais vous répondre très rapidement. D'ailleurs, s'il vous plaît, c'est enregistré.
En février, je pense que vous allez revenir avec Antoine Assaf, qui était pris ce soir, et le professeur Magnard, pour aborder Pascal. Pascal était-il de Port-Royal? On peut en discuter à perte de vue. Il l'était sans y être. Le jansénisme, bon, d'abord, il est très divers. Très divers. Il y a une grande différence entre le premier Port-Royal, le Saint-Cyran, Angélique Arnaud, qui au départ était d'esprit salésien. Oui, tout à fait. Mais François de Sales avait vu juste. Elle a discerné tout de suite la raideur chez Angélique, et ça est surtout sur l'influence de Saint-Cyran un peu écarté. Il y a essentiellement des raisons d'ordre politique dans la persécution de Port-Royal. Mais dans Port-Royal, on a en germe toutes les dérives aussi, démocratiques, et même un pseudo-retour aux sources qui permet des extravagances liturgiques et même doctrinales. On peut penser au curé d'Asnières, le fameux petit pied. Oui. Hein, Et le diacre Paris. Et le diacre Paris. Bon, oui. Ça c'était. Ou la secte des derniers temps, tout à Oui. fait à la fin du jansénisme. Oui. Bon. Donc on ne va pas répondre en une phrase, une question pareille. Et les réformés. Ben, Louis XIV les a persécutés. Alors, oui, les non, amis- mais je parle, ils alors, étaient du côté des modernes, les réformés. Ils étaient comment? Il ne disait rien parce qu'il n'avait pas intérêt à signaler au roi qu'il s'obstinait dans le calvinisme. Oui. Il y eut quand même, mais il s'était converti. Je n'ai pas du tout parlé, il y a eu une querelle extraordinaire en 1720 sur Homère. Une femme, rien qu'une femme, mais admirable helléniste, Anne Dacier, qui était la fille d'un professeur de grec de la faculté protestante de Saumur, Tanguy Lefebvre. Anne Lefebvre, épouse Dacier, a traduit en français admirablement l'Iliade d'Homère. Elle était donc une ancienne. Elle traduisait très bien, elle était érudite. Contre elle, Oudard de la Motte, qui va entrer à l'Académie française, a dit « Mais cette Iliade, c'est assommant, c'est trop long, il y a des détails peu ragoûtants, ces dieux sont infects, ces hommes sont vulgaires, il y a 24 chants, moi je vais vous donner une Iliade mieux écrite, en 12 chants seulement, et il supprime tout ce qui ne lui convenait pas. » Alors il y a eu toute une polémique. Madame Dacier, fille de réformée et femme, a été scandalisée. Et l'Iliade d'Oudard de la Motte est nulle. Dernière question. Il ne savait pas le grec. Hein. Vous opposez, si j'ai bien compris, vous opposez un peu le sublime et l'émotion. Et de Oui. quel côté mettriez-vous, par exemple, Gérard de Nerval, qui a une écriture en prose, mais assez poétique, Plus qu'assez. enfin, qui est très poétique, Admirablement poétique. admirablement poétique, voilà, et qui évoque admirablement la nostalgie des temps anciens. Et peut-on opposer, si vous voulez, comme ça, Non. ceux qui refusent, qui veulent s'auto-créer en déniant le passé, ou ceux qui pensent que le passé est prémonition de ce qui sont. Je veux dire que, est-ce qu'on peut faire cette séparation si radicale Mais non. que vous avez admirablement tracée par l'enthousiasme. Gérard de Nerval est du côté des anciens. Il rêve des civilisations. Bon. Oui, ben, je sais. Et sa littérature est très grande, elle est proprement sublime. Vous lisez Nerval, vous êtes bouleversé, et dans Aurélia, on est au bord du gouffre de la folie. Oui, mais il y a un peu d'émotion aussi, c'est ce que je veux dire. C'est quelque chose de Oui, prodigieux. je suis d'accord, mais l'émotion aussi est C'est beaucoup plus sous-jacente. passionnant et profond que n'importe quel petit roman sentimental. Ah, c'est mieux que Victor Hugo, je pense. Mais voilà. Non, mais il y a aussi, enfin, pour moi, il y a aussi un peu d'émotion. Et le romantisme en général, je ne parle pas du romantisme français. Le romantisme allemand Voilà. a retrouvé un peu l'esthétique du sublime. Il y a aussi, Voilà. maintenant. Tout à fait. Oui. Mais les idées de moderne n'étaient-elles déjà pas présentes dans certains lieux communs médiévaux? Je pense à Abélard et à son dialogue entre le juif, le philosophe et le chrétien.
on voit un progrès historique Oui. où les gens s'améliorent avec le temps, où les pensées s'améliorent avec le temps. Alors, je ne suis pas là compétent, mais le débat sur le progrès ou pas de progrès, la décadence ou bien une histoire ascendante, ou bien une nature humaine que l'histoire n'affecte pas, il est constant ce débat. La question s'est toujours posée. Dans l'Antiquité, on pense à un temps astrologique, un temps cyclique. Donc il y a nécessairement un gonflement, un développement, puis une décadence, une chute, et après une renaissance. Voilà le temps de l'histoire de l'humanité. Nous, chrétiens, nous pensons qu'il y a une cassure avec la naissance du Christ. Bon, est-ce qu'il y a un progrès depuis l'ascension du Christ? Chez Abéla, c'est pas seulement ça. Il y a sur ces trois, sur le juif, le philosophe et le chrétien, il y a deux cassures, puisque vous avez le philosophe, c'est le païen, le juif, c'est le monothéiste, et le chrétien, c'est le... Et donc, vous avez un progrès historique qui est très, très clairement marqué chez lui. Oui. Et donc, cette idée de modernité meilleure que le passé, elle est présente dans l'état de bien sûr. médiévaux. Et déjà chez Sénèque. C'est Bernard de Clairvaux qui est l'auteur de les modernes sont des nains huchés sur les épaules des géants. Je crois que c'est pas Bertrand. Je crois que c'est Bernard de Chartres. Peut-être, oui. Oui. Voilà. Alors, nos ancêtres étaient des géants, nous sommes des nains. Juchés sur les épaules. Mais parce que nous sommes juchés, nous dépassons nos ancêtres. Donc il y a bien un progrès. À quoi on peut répondre que c'est une illusion rétrospective de croire que nos anciens étaient des géants, ils étaient exactement comme nous, sans progrès d'aucune sorte. S'il y a une nature humaine constante. Bon. On répétera avec. Oui. Voilà. Alors.